Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. Demain le Congo. Demain le Congo est une série de conversations autour de la réinvention du Congo-Kinshasa avec Jean-Pierre Mbelou, abbé et analyste politique. Vous dites que nous avons une tâche urgente, celle de reprogrammer et reformater un autre type d'hommes et de femmes, congolais bien sûr. Quel serait le profil psychologique de ce nouveau type de Congolais ? Le profil psychologique d'un nouveau type de Congolais, c'est d'abord un Congolais qui rompt avec le complexe d'infériorité, né des paradigmes négatifs et des paradigmes d'indignité que sont la traite négrière et la colonisation. Rompre avec le complexe d'infériorité et devenir un être fier de lui-même et un être capable de se penser à partir du nous. Donc, un être qui rompt avec un nombrilisme qui l'enfermerait sur lui-même et qui s'ouvre à ce que l'un de nos philosophes africains, Tchamal Ngantoumba, appelait la bissoïté. Non? Au lieu d'être tout le temps en train d'exalter son moi, il exalte le bisso, le nous. Ce passage d'un Congolais complexé, infériorisé, néantisé à un Congolais fier d'être lui-même avec les autres, ce profil du Congolais passe par, pour qu'il advienne, le Congolais a besoin de passer par une autre éducation, un autre apprentissage. Et le meilleur lieu d'apprentissage qui pourrait faciliter ce profil psychologique, ce sont les collectifs citoyens. Les citoyens qui se rencontrent, qui débattent sur des questions historiques face auxquelles ils sont placés et essayent de pouvoir constituer ensemble des masses critiques qui rompent avec un passé nihiliste ou un passé néantisant, parce que le paradigme négatif de la traite négrière, par exemple, a défini l'Africain et le Congolais comme un être sans âme, un être sans industrie, un être sans pensée, un être sans religion, un être... Donc, c'est cette néantisation, c'est contre cette néantisation du Congolais, de l'Africain, que la lutte doit pouvoir être menée dans des collectifs citoyens pour pouvoir recréer un autre Congolais, une autre Congolaise. Et le paradigme de l'indignité qu'a été la colonisation a réduit l'homme et la femme congolais à leur plus simple expression. Ils ont été pendant longtemps traités comme des bêtes sommes. Alors, donc, le nouveau profil, c'est celui d'un être digne, un être qui lutte pour le respect de sa dignité en tant qu'être humain. Non, en tant que muntu, en tant que moto,
Alors, mais pour cela, pour qu'advienne ce profil, ce nouveau profil psychologique, il y a tout un socle des valeurs sur lequel cet Africain, ce Congolais, doit pouvoir se refonder. Ce sont les valeurs de solidarité, des valeurs de dignité, des valeurs de coopération, des valeurs de réciprocité. Donc se refonder sur ces valeurs-là peut lui conférer, peut l'aider à retravailler son profil psychologique et même éthique. Comment on passe justement du jeu à la bissonnalité? Bissoïté. Oui. Vous parlez d'un socle de valeurs. Oui. Mais comment on arrive à se mettre d'accord sur ce socle de valeurs? Par le débat, mais aussi en inventant une autre école. L'école qui ne soit pas nécessairement l'école classique. J'entends par école ici tous les lieux d'apprentissage, tous les lieux où les Congolais et les Congolaises se rencontrent pour débattre sur des questions engageant leur devenir collectif. J'appelle cela école. Je prends l'exemple de nos médias alternatifs aujourd'hui. Ils constituent cette école de l'apprentissage du passage du moi au bisso, à nous. Hein. Mais un passage qui ne soit pas une cassure avec le moi, mais le moi qui se reconnaît comme appartenant à un collectif, à un nous, hein, un moi qui s'épanouit dans le bisso, qui se reconnaît comme étant un être appartenant à un collectif bien déterminé. Depuis quelques années, on va dire, depuis les élections chaotiques de 2011, il y a en quelque sorte un renouveau de la pensée militante, en tout cas de l'action militante des jeunes Congolais. Quelles ont été les conditions qui ont, à la fois politiques, économiques, voire sociales, qui ont amené à ce renouveau qui se rapproche un peu de ce que vous appelez de passage de jeu à nous? Il y a une remise en question du discours officiel. Le discours officiel affirmant par exemple quand il y a eu la guerre contre le Congo, le discours officiel affirmait que ceux qui ont fait cette guerre-là avaient chassé Mobutu pour apporter la démocratie, pour apporter la libération. Mais les années s'écoulent et les jeunes se rendent compte qu'il n'y a ni libération, ni démocratie. Alors, leur remise en question de ce discours officiel les pousse à pouvoir adopter des attitudes de résistance contre la rhétorique du pouvoir officiel, des nouveaux cercles du pouvoir qui véhiculent ce message-là. Donc, il y a une remise en question profonde du discours officiel à partir des faits vécus. Comment voulez-vous que, après nous avoir dit depuis nos ancêtres que le Congo était devenu un pays libre et libéré, qu'il y ait des millions de morts à qui on ne rend pas justice, qu'il y ait des milliers d'affamés, des milliers de jeunes qui ne vont pas, des millions. Dernièrement, nous avons lu un article qui mentionnait que 7 millions de jeunes Congolais à l'âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Mais si nous ajoutons à ces 7 millions des millions mal scolarisés parce que les parents n'ayant pas du boulot, ne sont pas payés, n'arrivent pas à répondre aux attentes de leurs enfants qui vont à l'école, si nous y ajoutons les masses des enfants non scolarisés, on arrive à plus de 10 millions d'enfants qui ne vont pas normalement à l'école. Donc, les faits démentent le discours de la libération et de l'engagement du Congo sur la voie de la démocratie ou de la croissance économique. C'est quand ce discours est placé face aux faits que les jeunes se disent non, il faut le remettre profondément en question et chercher à pouvoir
indiquer les voies qui pourront réveiller la résistance congolaise et puis opérer une rupture qui pourra demain permettre à ce Congo-là de pouvoir évoluer sur d'autres bases. Dans cette dynamique-là, il y a le mouvement des combattants qui a émergé après 2011. Quel regard portez-vous sur ces nouveaux militants congolais? Un regard un peu ambigu. Un regard ambigu, paradoxal. Quand le mouvement des combattants est né, il a essayé de persévérer dans la lutte contre ceux qu'il estimait être les antivaleurs. Hein? Et il avait décidé, par exemple, que tant que le Congo sera sous occupation, il n'y aura pas de musiciens congolais qui pourront venir à l'extérieur pour distraire ceux qui luttent pour pouvoir aider ce pays-là à sortir du gouffre où il se retrouve. Sur ce point-là, ils ont réussi. Ils se sont aussi dit, nous ne pouvons pas permettre aux politiciens qui exploitent nos populations au Congo de pouvoir venir s'épavaner en Europe. Sur ce point-là, ils ont réussi. Ils ont organisé plusieurs manifestations pour prouver à la face du monde que les Congolais sont debout, qu'ils ont envie de se battre et qu'ils tiennent à voir leur pays évoluer comme les grands pays libres du monde. Sur ce point-là, à plusieurs reprises, ils ont réussi parce qu'ils ont organisé leurs manifestations. Mais certains d'entre eux, comme dans toute entreprise humaine, ont été détournés de leur engagement par la corruption. Il y a eu des oiseaux de mauvais augure qui ont procédé à corrompre certains combattants au point de freiner ou d'handicaper leur élan. Ce qui fait que ils semblent maintenant réserver leur mobilisation ils lient certaines de leurs manifestations aux grands moments électoraux. Or, nous aurions souhaité que cette mobilisation puisse se faire à temps et à contre-temps, qu'elle se transforme en une résistance prouvant à temps et à contre-temps que les Congolais sont toujours debout. C'est de ce point de vue-là que nous réalisons qu'ils ont un peu lâché prise, ils ont un peu diminué en intensité. Cela étant, certains d'entre eux ont rejoint certains mouvements de résistance qui poursuivent la lutte. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que mon regard est un peu ambigu. Le fait qu'il y ait eu des défections liées à la corruption ou à la fatigue ou à l'usure, parce que nous ne devrions pas oublier que la guerre qui nous est menée est aussi une guerre d'usure. Le fait qu'il y ait eu ces défections-là n'a pas empêché à certains de pouvoir rejoindre certains groupes de lutte, de résistance congolaise. Vous dites justement par rapport aux combattants, mais pas que marcher, manifester, c'est bien parce que un peuple debout n'est jamais un peuple vaincu. Et vous estimez qu'on doit aller plus loin, et vous avancez l'idée que nous devons devenir des créateurs. Pas pour nous-mêmes individuellement, mais pour nous en tant que communauté et pour notre terre-mère. En quoi cela consiste-t-il de créer de la valeur? Et qu'est-ce que c'est que cette valeur? La démarche consiste d'abord à pouvoir convertir la résistance en action politique, en action économique, en action sociale porteuse. Alors, pour pouvoir procéder à cette conversion-là, ceux qui résistent ont besoin de pouvoir se créer une matrice, ce que j'appelais il n'y a pas longtemps un socle des valeurs. Quelles sont les valeurs qui pourraient les mobiliser
à temps et à contre-temps pour pouvoir convertir la résistance en action. J'en ai déjà évoqué. Il y a la valeur de la coopération, il y a la valeur de la réciprocité, il y a la valeur de la solidarité. Donc, si la lutte est fondée sur ces valeurs-là, elle a la possibilité de se collectiviser et d'aller un peu plus loin. Donc, cette conversion de la lutte à partir d'une matrice organisationnelle composée de ces valeurs-là, de la coopération, de réciprocité et de solidarité, peut aider les résistants et les combattants congolais à pouvoir créer des réseaux interconnectés. Donc, au lieu qu'il y ait plusieurs petits collectifs qui luttent de manière dispersée, si la lutte est refondée sur des valeurs, il y a moyen que les différents collectifs des combattants et des résistants puissent s'interconnecter. Voilà, avoir un socle pour s'interconnecter et mener une lutte de mobilisation sur le long terme. Ok. Mm. Alors, il y a aujourd'hui, ce qui pose problème quand on se réunit, c'est que on a tendance à chercher le plus petit dénominateur commun qui nous divise. Et l'un de ces dénominateurs communs qui nous divise, c'est la question ethnique. Historiquement, la question ethnique est liée à la colonie, c'est un produit colonial. Comment aujourd'hui on se libère de cette question qui est censée être un produit d'un passé révolu? Je pense qu'on va peut-être y revenir en parlant de l'histoire. Dépasser ce principe ethnique nous demande de déployer d'abord un effort pour pouvoir creuser et connaître notre histoire et bien la maîtriser. Quand je parle de notre histoire ici, je ne vois pas simplement l'histoire liée à la rencontre de l'Occident. L'histoire telle que nous l'avons vécue sous la traite négrière et la colonisation. Nous devons aller un peu plus loin, creuser un peu plus loin dans notre histoire, voir par exemple comment nous vivions avant la rencontre de l'autre. Qu'est-ce qui faisait que l'ethnie, la tribu, ne puisse pas constituer un frein à une création collective? Donc, il faut aller plus loin dans l'histoire. Et si nous allons plus loin dans l'histoire, nous verrons par exemple que dans la plupart de nos villages, nos chefs constituaient le dénominateur commun d'unité et de la création de la collectivité. Pourquoi? Parce que les chefs passaient par une initiation qui les aidait à comprendre qu'ils n'étaient là que pour le peuple. Je ne fais pas un éloge déplacé du passé africain, mais l'existence, par exemple, de systèmes comme celui de la palabre, qui mettait ensemble les gens de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, pour pouvoir débattre des questions engageant leur village, leur cité, leur pays. Ce fait-là conduisait ceux qui débattaient, ceux qui échangeaient, à pouvoir dépasser leur particularisme et attirer à une même corde. Donc, le roi, le chef, jouait le rôle du dénominateur commun. Mais il y avait aussi des relations qui se créaient à partir des mariages que les Africains, les Congolais, concluaient entre eux. Donc, quand une tribu
allaient épouser dans une autre, pour les tribus qui pratiquaient par exemple les mariages exogamiques, il se créait des relations de taquinerie entre les deux tribus ou les deux ethnies, et ces relations de taquinerie constituaient une barrière contre des divisions assez profondes, quoi. Mais il y avait aussi la culture africaine, la culture congolaise, qui était contenue dans les proverbes et dans les adages. Je vois par exemple, je recours à un adage de ma langue, le Tshilba, qui disait ceci, qui dit encore, moi senende, moi nyoko, na binji wa ankusu. C'est-à-dire quoi? Ton voisin, c'est le fils de ta mère, même si il appartient à l'ethnie des Bindi Nkusu. Vous voyez? À partir de la culture enseigne que le voisin, c'est le frère. Donc, si nous ne recourons plus à cette culture humaniste, hein, il y a lieu de comprendre que l'Afrique, le Congo, a pratiqué une culture humaniste à travers ses adages, à travers ses proverbes. Donc, être imprégné de cette culture humaniste peut conduire au dépassement des frontières tracées par l'ethnie ou la tribu. Bon, remonter aussi loin dans l'histoire pourrait nous aider à comprendre que malgré nos diversités aujourd'hui, nous sommes un même peuple. Un peuple qui est parti de l'Éthiopie, qui a sillonné le monde et qui a mis au monde le monde. Donc si nous ne recourons pas à nos origines lointaines pour savoir, pour nous réaliser, nous rendre compte que nous sommes un même peuple, nous risquons de nous limiter au produit, à ce que l'histoire a produit contre nous. Et puis, il y a une façon d'étudier aujourd'hui qui pourrait aussi nous dépanner, c'est nous poser la question de savoir quels sont les principes auxquels l'autre qui veut conquérir notre pays recourt pour le faire. Si nous savons par exemple que le principe du diviser pour régner est l'un des principes utilisés par l'autre pour pouvoir régner sur notre pays, il y a moyen qu'on puisse travailler beaucoup plus pour l'union que pour la division. Alors, mais l'union advient au cours des débats, au cours des échanges. Et là, on pourrait recourir à un principe de convivialisme, un principe qui pourrait faire de nous davantage des convives. C'est celui du débat que nous menons, du conflit sans massacre. Arriver à nous débattre sans nous massacrer. Même si, parce qu'en tant qu'humains, il ne nous arrivera pas d'éviter à tout prix le conflit. Le conflit peut survenir, mais si nous voulons demeurer des convives, nous pouvons appliquer ce simple principe du convivialisme, débattre, être en conflit sans nous massacrer. Là, nous rompons avec le principe de diviser pour régner. Alors là, ça amène deux questions. Oui. La première question, en rapport à la question ethnique, vous venez de m'expliquer là qu'en fait, c'est pas l'ethnie qui pose problème, mais son instrumentalisation. Alors, justement, quels sont les autres produits de l'histoire, qui ont été créés contre nous et que nous portons aujourd'hui comme des fardeaux, comme la question ethnique? J'aimerais d'abord revenir à la question ethnique pour dire que le droit moderne, le droit tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, constitue
un médium qui peut nous aider à pouvoir régler les questions liées à nos conflits sans nécessairement passer par des ruptures, sans nécessairement nous diviser. Donc parce que le droit, en tant que médium, peut nous aider à dépasser les limites de nos ethnies en faisant de nous tout simplement des citoyens ayant des droits et des libertés fondamentales à respecter. Alors à ce moment-là, nous dépassons le simple le stade de nos ethnies et de nos tribus pour devenir des citoyens. Donc, adopter une constitution, nous reconnaître comme citoyens, c'est accepter ipso facto de rompre avec de rompre politiquement avec nos appartenances ethniques et tribales pour nous convertir en citoyens. Donc, cette conversion de personnes, des humains appartenant aux ethnies et aux tribus en citoyens passe aussi par l'éducation citoyenne. Donc, nous avons besoin d'une éducation citoyenne qui nous aide à comprendre que parce que nous avons des droits et des libertés fondamentales, nous sommes citoyens à part entière et que le droit nous aide à nous gérer sans recourir aux barrières tribales et ethniques. Alors juste une petite parenthèse, quand vous parlez de citoyens, Oui. est-ce qu'on a fait une régression? Parce que si je me rappelle bien, quand on était petit, Oui, les Congolais s'appelaient citoyens, citoyennes. oui. Et je me rappelle pas, en tout cas, d'avoir eu des souvenirs de conflits ethniques au Congo dans cette période-là, on s'appelait citoyens, citoyennes. Oui. Et j'ai l'impression que la question ethnique est revenue avec la guerre. Oh, il y avait un peu, il y avait aussi cette question-là. Je me souviens que sous Mobutu, par exemple, il y avait une blague autour des Baluba, une blague qui disait si tu rencontres un serpent et un Moulouba, tu tues le Moulouba et tu laisses le serpent. Mais cela, nous devons aussi le reconnaître à Mobutu, mais moi j'irai au-delà de Mobutu. Mobutu avait lutté par son système de nomination des dirigeants, des gouvernants du pays. Il avait quand même déployé un petit effort pour que la question tribale ne puisse pas, ou ethnique ne soit pas tellement prioritaire. Mais malheureusement, à un certain moment, on avait remarqué que beaucoup de ceux qui étaient dans l'armée étaient quand même de son ethnie à lui. Mais Mobutu, comme chef à ce moment-là, avait nommé des gouvernants des différentes ethnies ailleurs. Donc on pouvait être un Moluba et être nommé par exemple en Équateur, et être Mongala, être nommé au Kasaï. Et ce mélange fait à partir des nominations des gouvernants a quand même favorisé l'unité du pays. Mais n'oublions pas que c'était pendant la guerre froide. Ça, ce sont des choses que nous devons pouvoir retenir. Pendant la guerre froide, les pays occidentaux qui luttaient contre le bloc qu'ils appelaient bloc communiste entre griffes avaient intérêt à se servir d'un Congo, d'un Zaïre uni. Parce que ça faisait leur jeu. Donc, si le Congo se divisait, ou certains de ces partis se divisaient, ils pouvaient basculer dans l'autre bloc. Donc, le Congo, et pour eux, le Congo avait intérêt à demeurer uni. Mais avec la fin de la guerre froide et la propension du marché néolibéral, la donne a changé. Le marché néolibéral a besoin des espaces éclatés, des espaces chaotiques pour mieux tirer son épingle du jeu. Parce que il procède comment? Il recourt effectivement au principe du diviser pour régner. C'est en mettant
les tribus les unes contre les autres, les ethnies les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, qu'il crée le chaos qu'il sait lui-même gérer. Donc, il y a à la fois l'apport de Mobutu, mais un apport à situer dans un contexte bien précis de la guerre froide. Alors, il y a maintenant une nouvelle donne, c'est la donne du marché néolibéral. Vous savez, si vous recourez à l'un des conseils que Brzezinski avait prodigué à Jimmy Carter, et quand nous savons que les Brzezinski sont les grands concepteurs du marché néolibéral aujourd'hui, l'un des principes auxquels un monsieur comme Brzezinski recourait face à ceux qu'il considérait comme étant des vassaux, c'est de ne jamais favoriser leur collusion. Donc, il faut éviter le plus possible que les vassaux ne puissent coaliser et devenir une force défensive. Vous voyez? Donc, la division va dans le sens de ce principe-là. Éviter que ceux qui sont considérés comme vassaux et chez qui on voudrait établir le marché néolibéral ne puissent devenir forts en coalisant. Donc, c'est aussi une tactique liée à l'expansion du marché néolibéral. Alors, au-delà de l'ethnie, est-ce qu'il y a dans les caractéristiques du Congolais telles qu'elles sont définies, d'autres produits de l'histoire qui ont été faits contre nous? Vous avez mentionné dans notre première conversation la question du BMW. Oui. C'est quelque chose qui a été produit contre nous, mais que bizarrement certains Congolais estiment être quelque chose qui leur appartient. Est-ce qu'il y a d'autres concepts comme ça qui ont été mis à un moment donné dans l'histoire contre nous et qu'on se l'est approprié? Oui, il y a pas de concepts comme tel, mais des idoles. Des idoles derrière lesquelles le monde néolibéral est en train de courir. Il y a l'idole de l'avoir. Quand vous arrivez, l'avoir, on peut parler simplement de l'argent. Avec la guerre d'agression raciste menée contre nous, il y a quelques seigneurs de guerre qui se sont accaparés de toutes les richesses du Congo et qui ont constitué une économie de la guerre. Et comme ils sont les seuls à pouvoir avoir entre leurs mains l'avoir du Congo, ils créent une certaine clientèle. Ils versent dans le clientélisme. Leurs clients font montre de ce qu'ils ont, de leur avoir. Quand vous arrivez dans une ville comme Kinshasa, vous voyez par exemple comment les maisons poussent comme des champignons. Et l'accès à l'avoir coupe ceux qui le gèrent, qui gèrent l'avoir, du reste de nos populations. Hein? À tel point qu'aujourd'hui, au Congo, on parle de la République de la Gombe. Donc, l'avoir coupe le peuple. Il y a, d'une part, les élites compradores liées au marché ultralibéral, et d'autre part, les populations appauvries. Entre les deux, il y a un fossé infranchissable. Donc, il y a l'avoir qui a créé dans l'imaginaire congolais ce qu'on appelle le matuvu, le matuvisme. L'avoir a créé le matuvisme, et le matuvisme qui est souvent l'expression d'un vide intérieur très profond. Vous avez des Congolais et des Congolaises qui, forts de leur avoir, n'ont plus rien à voir avec les autres, mais qui sont incapables de pouvoir se constituer en une petite bourgeoisie
au service de la nation. C'est un avoir géré de manière égoïste qui ne profite pas à tout le pays. Et à partir de cet avoir, il y a eu un évidement intérieur. Donc, les gens commencent à dire, les gens ne parlent plus en termes d'être, ils parlent en termes d'avoir. Osa nanini. On ne se demande plus osa nani. Parce que quand on posait la question osa nani, la question osa nani, en ma langue, ou du moins ça renvoyait à toute une histoire qui permettait de faire, de créer des liens. Maintenant, il y a de nouveaux liens qui se créent, fondés sur l'avoir. Alors, créer des liens sur l'avoir, c'est rejoindre la matrice organisationnelle néolibérale fondée sur la compétitivité et la concurrence. C'est favoriser la guerre de tous contre tous. Il y a des haines. Vous trouvez aujourd'hui à Kinshasa des familles qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que on a vendu la parcelle de tel ou tel autre membre de la famille et on a bouffé l'argent. Et beaucoup de Congolais et de Congolaises de la diaspora ont vu leur avoir détruit. Ils n'ont pas pu prospérer parce que cet avoir a été accaparé par leur famille à Kinshasa. Pourquoi? Parce que à Kinshasa ou dans d'autres provinces du Congo. Pourquoi? Parce que comme nous devons être vus à partir de notre avoir, entretenir de bonnes relations familiales qui aident tout le monde à prospérer, cela devient difficile. Parce que la course vers l'avoir crée la guerre de tous contre tous. Et vous voyez, vous vous rendez compte que même la guerre qui est menée contre notre pays ne pouvait pas tenir s'il n'y avait pas dans les institutions du pays des hommes et des femmes qui, au nom de l'avoir, vendent le pays. Vous voyez, la promotion de l'avoir peut conduire à la vente du pays, à la vente des terres, à la vente des mers, à la vente des airs, pour que l'argent rentre dans les poches des élites compradors et que cet argent soit placé dans les banques en dehors du pays. Donc, les populations paupérisées, coupées de ceux qui vivent dans les républiques bien gardées, comme la République de Gombe, on les traite des nécessiteux. On dit que ce sont des indigents. Pourquoi? Parce que il y a eu accaparement de l'avoir par un groupe qui a perdu le sens de l'humain. Pourquoi? Parce que il est envoûté, et là je renvoie encore à l'expression d'Isabelle Stengers, les cœurs et les esprits sont mangés par la sorcellerie capitaliste. Donc, un autre élément, c'est l'avoir. Mais il y a aussi le pouvoir. Le pouvoir des élites compradors, en dehors de leur clientélisme, en dehors de leurs clients, n'est pas partagé avec les autres membres de la communauté. Pourquoi? Parce que ce pouvoir ne peut être partagé qu'avec des flatteurs serviles. Donc, le pouvoir crée chez nous, le pouvoir que nous désignons avec notre ami Thioyo, pouvoir os, parce que ce pouvoir est géré par les marionnettes qui sont téléguidées de l'extérieur, qui sont téléguidées par les entreprises multinationales et transnationales, n'est pas partagé avec les populations. Or, dans nos traditions, on disait, le pouvoir est mieux quand il est partagé, quand il est émietté. Si tu le manges seul, tu le gâches. D'où le fait qu'il n'y a même plus de pouvoir chez nous parce que le petit pouvoir os est accaparé par une minorité d'élites compradors au service des pouvoirs extérieurs. Donc, une deuxième
une deuxième idole, le pouvoir, et puis il y a la troisième idole, c'est la femme. La femme qui est aujourd'hui utilisée comme un bien par les pouvoirs, par les élites compradors, parce qu'on en a 4, 5, 6, 7, 8, et elle est même utilisée pour neutraliser les concurrents dans cette guerre de tous contre tous. On passe par elle pour empoisonner, pour tuer, pour déstabiliser. Oui, je pense qu'on a fait l'interview de Jean Bofan qui nous disait qu'en fait la sexualité était utilisée comme arme de guerre au Congo. Pour balkaniser le Congo, on a utilisé la sexualité aussi. Et ça rejoint en fait ce que vous dites là. Mais alors à partir du fait qu'on se rend compte qu'au Congo il y a des idoles, il y a des produits qui ont été fabriqués contre nous, il y a cette question ethnique qui revient. Comment on forge une identité congolaise au-delà de tout ça? Qu'est-ce qui nous rend congolais? Ce qui nous rend congolais au-delà de tout cela, c'est ça va paraître paradoxal. Il y a, malgré tout cela, des minorités que nous appelons des minorités organisées et agissantes, qui essayent, elles, de pouvoir véhiculer les valeurs auxquelles nous avons déjà fait allusion et de lutter contre ces antivaleurs. Donc, les idoles et la création des élites compradors font partie d'un univers d'antivaleurs contre lesquels luttent les minorités organisées et agissantes. Voilà pourquoi, à un certain moment, nous lançons un appel à ces minorités organisées et agissantes pour un réveil citoyen refondé sur les valeurs. Ce n'est pas parce que il y a des majorités idolâtres que la lutte menée par les minorités organisées et agissantes doit être minimisée. Et ce sont elles qui sont porteuses des valeurs pouvant nous aider à nous collectiviser. En fait, souvent référence à ces élites organiques et structurantes, comme vous dites. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une élite organique et structurante et en quoi ils sont cette élite, en tout cas, est cruciale pour la refondation du Congo? Voilà. Et je peux les appeler minorités organisées et agissantes ou élites organiques et structurantes. J'entends par élite, je dirais tout simplement intellectuelle, des compatriotes, artistes, agriculteurs, musiciens, universitaires, analystes, journalistes, tous ces compatriotes qui, au nom des valeurs humanistes dans lesquelles ils croient, essaie de procéder par la remise en question de la majorité idolâtre et opère au sein de nos populations comme le poisson dans l'eau. Donc, ils sont organiques, les élites organiques, ça nous renvoie au vocabulaire de Gramsci. Ils sont au cœur de nos populations comme le levain dans la pâte, comme le poisson dans l'eau, pour pouvoir aider ces populations, pour pouvoir, pardon, pas aider, mais travailler avec ces populations à pouvoir remettre fondamentalement l'ordre cannibale du monde dans lequel ces populations vivent en question et imaginer, inventer, créer des mots, des recettes,
des collectifs, des idées, fabriquer des idées qui les aident ensemble à créer de nouvelles structures pour un autre Congo. Donc, il y a une immersion dans nos populations. C'est cela que nous appelons, c'est cela qui fait des élites organiques, parce qu'ils sont immergés dans la population et essayent avec cette population de restructurer l'imaginaire, de recréer l'imaginaire, mais aussi de penser à la création des structures et des institutions pouvant aider et elles-mêmes et les populations à pouvoir s'engager sur une autre voie qui diffère de celle dans laquelle les majorités idolâtres ont entraîné nos populations. Donc, la structuration, le travail de structuration auquel procèdent ces élites se fait à la fois au niveau des cœurs et des esprits. Ils créent des mots, ils fabriquent des idées, mais aussi ils essaient de voir comment, dans les faits, inventer des nouvelles structures, des nouvelles institutions qui rompent avec l'ordre cannibale du monde et la majorité idolâtre. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.